voulais remercier tout d'abord le comité d'organisation de m'avoir accordé cette opportunité afin de présenter cet exposé intitulé Céphalée, ne pas passer à côté d'une urgence. Donc, je vais aller essentiellement essayer de répondre à deux interrogations. Quelle serait la démarche diagnostique qu'on va entreprendre devant un patient consultant pour des céphalées? Et deuxièmement, quelles seront les orientations diagnostiques auxquelles le clinicien devrait penser devant de telles situations? Donc, pourquoi le sujet des céphalées? Parce que les céphalées représentent le premier motif de consultation et la classification internationale des céphalées qui a été mise à jour en 2018 les a répartis en trois grands chapitres: les céphalées primaires, les céphalées secondaires et les névralgies et autres types de céphalées. Généralement, le clinicien est affronté à deux grandes situations, les céphalées récentes et les céphalées chroniques. Les céphalées récentes, c'est essentiellement secondaire et les céphalées chroniques, c'est essentiellement primaire. Et bien que les céphalées primaires représentent donc le type de céphalée le plus fréquent, donc la hantise du clinicien, c'est de ne pas passer à côté d'une céphalée pour mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc, un patient consultant pour des céphalées, pour les céphalées récentes, il y a deux types de situations: céphalées récentes aiguës et céphalées récentes progressives. Également, le patient peut se présenter pour des céphalées chroniques, que ce soit chroniques par crise ou paroxystique, ou bien des céphalées chroniques continues. Et même un patient consultant pour des céphalées chroniques, la moindre modification des caractéristiques des céphalées devrait alerter le clinicien. D'où l'importance de mener un interrogatoire minutieux policier afin d'adopter donc une attitude thérapeutique adaptée à l'étiologie. Les éléments clés de l'interrogatoire sont essentiellement déterminer les caractéristiques des céphalées, identifier les signes accompagnateurs de ces céphalées, restituer le contexte de survenue et bien sûr voir la réponse au traitement. Donc, pour ce qui est des caractéristiques des céphalées, donc il faut essentiellement poser la question concernant quand les céphalées ont débuté, donc pour faire la part entre, comme on a vu tout à l'heure, des céphalées aiguës récentes et les céphalées chroniques. Également, voir le caractère et le mode d'installation. Est-ce que ces céphalées brutales ou bien progressives? Généralement, les céphalées brutales, c'est essentiellement les causes vasculaires, et les céphalées progressives, ça pourrait être méningite, maladie de Horton ou même thrombose veineuse cérébrale. Autre caractéristique à chercher, donc chercher s'il y a un caractère inhabituel chez un patient présentant des céphalées chroniques migraineuses par exemple. Il faut également préciser le siège, le type de céphalée, la durée et la fréquence, ainsi que l'intensité, et la vérifier par rapport à l'échelle EVA. Également, il faut chercher s'il y a un caractère positionnel avec des céphalées soulagées ou aggravées en décubitus, et chercher s'il y a un facteur déclenchant et un facteur calmant. Également, il faut identifier les signes accompagnateurs. Donc, chercher s'il y a notion de fièvre qui va nous orienter vers une origine infectieuse, chercher la notion de photophobie, de vomissement et nausée. Si associé à des troubles visuels, on peut avoir un syndrome d'hypertension intracrânienne, chercher la notion de cervicalgie qui pourrait orienter vers une dissection, la notion de déficit focal pouvant évoquer un AVC et l'altération de l'état général pouvant évoquer une artérite, telle la maladie de Horton. Pour ce qui est du contexte, un patient consultant pour des céphalées aux antécédents d'HTA, donc une HTA mal équilibrée, peut entraîner donc un hématome ou bien une encéphalopathie postérieure réversible. Chercher la notion d'un éventuel traumatisme crânien. Devant toute céphalée chez une femme dans un contexte de grossesse ou postpartum, ayez en tête le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale. Chercher la notion d'effort ou de toxicomanie, tel l'usage de cannabis ou de cocaïne, pouvant être à l'origine d'un syndrome de vasoconstriction réversible. Une réponse au traitement pourrait être également évaluée. Donc ainsi,
À la fin de l'interrogatoire et après avoir vérifié les caractéristiques des céphalées, il faut compléter par l'examen neurologique. L'examen neurologique va chercher d'éventuels troubles de la vigilance, un déficit neurologique focal, un syndrome méningé, une paralysie oculomotrice extrinsèque ou intrinsèque, et ne pas oublier de compléter par le fond d'œil à la recherche d'un œdème papillaire. Là, je rappelle que le fond d'œil fait partie de l'examen neurologique. À part l'examen neuro, il faut compléter par l'examen général, mesurer la température, la tension artérielle, vérifier les pouls temporaux dans le cadre d'une maladie de Horton et également chercher d'autres pathologies extraneurologiques, une atteinte oculaire de l'oreille ou anomalie de la cavité buccale pouvant expliquer les céphalées. Donc, notre conduite à tenir va être orientée en fonction de l'interrogatoire et des résultats de l'examen neurologique et de l'examen général. Mais là, je voudrais rappeler et je voudrais donc insister sur le fait que devant certains drapeaux rouges, les examens complémentaires sont presque systématiques, même chez un patient consultant pour des céphalées chroniques. Devant toute céphalée en cotonnerre, céphalées inhabituelles continues ou crescendo, des céphalées orthostatiques ou des céphalées associées à des signes généraux, on demande donc une imagerie cérébrale et éventuellement une ponction lombaire en fonction des résultats de l'imagerie. Quelles sont nos orientations diagnostiques? Là, je vais donc débuter par la première situation, des céphalées récentes aiguës. Et devant des céphalées récentes aiguës, c'est essentiellement les céphalées au cotonnerre qui devraient alerter le clinicien. Et devant toutes céphalées en cotonnerre, le premier diagnostic à évoquer, c'est l'hémorragie méningée. Une hémorragie méningée pourrait être révélée par des céphalées isolées dans plus que 70% des cas. Elles sont au cotonnerre dans plus que 50% des cas. Et en cas de résolution rapide des céphalées, ça ne doit en aucun cas écarter le diagnostic. L'absence de signes d'accompagnement n'écarte pas le diagnostic et un examen neurologique normal n'élimine pas le diagnostic. L'échelle, donc, devant toute céphalée en cotonnerre, le premier diagnostic à évoquer, c'est l'hémorragie méningée. L'hémorragie méningée se manifeste par des céphalées isolées dans plus que 70% des cas et ces céphalées sont en cotonnerre dans plus que la moitié des cas. Là, j'insiste que la résolution rapide des céphalées ne doit en aucun cas écarter le diagnostic, ainsi que la normalité de l'examen ne devrait pas éliminer ce diagnostic. Dans ce cas, donc, on doit compléter par l'APL et l'imagerie. Donc, dans l'évaluation clinique, c'est l'échelle de la classification de la World Federation of Neurological Surgeons qui va évaluer le score de Glasgow ainsi que le déficit moteur et va grader la gravité de le tableau clinique. Également, l'examen neurologique devrait être complété par l'évaluation de l'examen du fond d'œil à la recherche d'une hémorragie rétinienne ou vitrienne associée. Une hémorragie méningée impose, si on évoque ce diagnostic, il faut impérativement compléter par un scanner sans injection, dont la sensibilité elle est de l'ordre de 98% les 12 premières heures, mais cette sensibilité va diminuer en fonction du temps pouvant atteindre 50% au 7e jour. Une échelle scanographique de Fischer va grader l'hémorragie méningée en fonction de l'abondance du saignement. Et en cas de normalité de scanner cérébral, ça n'écarte pas le diagnostic et on devrait impérativement compléter par une étude du liquide céphalorachidien avec épreuve des 3 tubes afin de faire la part entre une hémorragie méningée et une PL traumatique. En cas d'hémorragie méningée, le liquide il est uniformément rouge, rosé, incoagulable dans les 3 tubes. Également, on peut trouver un surnageant xanthochromique après centrifugation et présence de chromoprotéines. Une autre étiologie de céphalée en cotonnerre à ne pas méconnaître, c'est le syndrome de vasoconstriction réversible. C'est une cause méconnue et sous-estimée de céphalée en cotonnerre. Ces critères diagnostiques ont été récemment mis à jour et c'est un diagnostic à évoquer chez un patient qui se présente aux urgences devant donc un ou plusieurs épisodes de céphalée en cotonnerre pouvant être isolés.
Ces épisodes de céphalée en coup de tonnerre pourraient être déclenchés par l'activité sexuelle, un effort physique, les manœuvres de Valsalva, l'émotion ou bien l'usage de substances vasoactives. Et parmi les substances vasoactives qu'on peut donc trouver, c'est l'usage de toxiques tels que le cannabis et la cocaïne, certains médicaments à potentiel vasoconstricteur, donc, je cite les pseudoéphédrines, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qu'on utilise fréquemment dans les dépressions donc réactionnelles dans certaines pathologies neurologiques, les dérivés ergotés et les triptans qu'on utilise dans le traitement de la migraine. Et là, devant tout patient migraineux qui présente un changement de caractéristiques des céphalées, doit alerter le clinicien. Également, l'usage des décongestionnants nasaux pourrait être à l'origine d'un syndrome de vasoconstriction réversible. Donc, ainsi, il s'agit d'un syndrome clinico-radiologique et à l'imagerie, on doit chercher des vasoconstructions multiples avec aspect de chapelet de saucisse. Ces anomalies sont transitoires et réversibles et généralement disparaissent à une imagerie de contrôle après 1 à 3 mois. Donc, d'où l'importance de refaire l'imagerie cérébrale, donc une angio-IRM ou bien un angio-scanner. Certaines complications sont redoutables en cas de ce syndrome, notamment l'hémorragie cérébrale ou bien une hémorragie méningée. Une ischémie cérébrale pourrait être constatée chez 6% des cas. Elle est souvent retardée, survenant la 2e semaine, et des cas de dissection cervicale ou des trans supraortiques associés a été décrit chez 12% de ces patients. Pour ce qui est du traitement, il est essentiellement symptomatique et on peut donner les inhibiteurs calciques qui sont vasodilatateurs. Parmi les autres étiologies de céphalée en coup de tonnerre, la liste est longue et on peut citer les thrombophlébite cérébrales, les dissections d'une artère cervicale, les artérites temporales, donc la maladie de Horton, mais donc également l'encéphalopathie postérieure réversible. C'est une entité caractérisée par un polymorphisme clinique. Le patient peut présenter des céphalées, des vomissements, des troubles visuels, des crises épileptiques et un syndrome confusionnel. L'imagerie va orienter le diagnostic en mettant en évidence des hypersignaux T2 et flares de localisation essentiellement pariéto-occipitale. Ces lésions peuvent s'associer à une hypersignal diffusion et restriction de l'ADC en cas d'œdème cytotoxique associé. Généralement, ces anomalies sont réversibles à une imagerie de contrôle. Les facteurs favorisant la survenue de cette encéphalopathie postérieure réversible ou pré-syndrome, c'est une HTA mal équilibrée ou bien brutale, la présence d'une insuffisance rénale, le contexte d'éclampsie, la chimiothérapie, telle que l'usage de la cyclosporine et une hypomagnésémie. La rechute de ce syndrome peut survenir dans 8% des cas. Devant une céphalée en coup de tonnerre, on peut trouver également une hydrocéphalie et une apoplexie pituitaire à l'origine de ces céphalées. Donc, pour ce qui est de l'apoplexie hypophysaire, c'est une urgence médico-chirurgicale. Elle peut révéler un adénome hypophysaire. Les critères diagnostiques ont été également mis à jour dans la nouvelle classification des céphalées. Et donc, c'est un diagnostic à évoquer chez un patient consultant pour des céphalées aiguës, sévères, en coup de tonnerre, de siège rétro-orbitaire frontal ou bien diffuse, et ces céphalées pouvaient être accompagnées par des nausées, des vomissements, une fébrile, des troubles de la conscience, une hypotension, des troubles visuels, une détérioration de l'état de conscience et donc un hypopituitarisme aigu avec des signes d'insuffisance surrénalienne aiguë, une hypoglycémie sévère et des signes endocriniens associés. Ces éléments pourraient parfois mettre en jeu le pronostic vital du patient, d'où l'importance de prendre en charge ces troubles endocriniens et éventuellement traiter chirurgicalement l'adénome hypophysaire. Donc, en dehors des céphalées en coup de tonnerre, le patient peut se présenter pour des céphalées brutales, mais qui ne sont pas en coup de tonnerre. Donc, les étiologies, on peut trouver presque la plupart des étiologies déjà citées. Donc, peut avoir un début brutal qui n'est pas en coup de tonnerre. On peut trouver également un hématome cérébral. Une dissection des artères cervico-encéphaliques pourrait être à l'origine de céphalées brutales. Les céphalées, généralement, peuvent être présents entre 50 et 100% des cas.
pouvant être révélatrices jusqu'à 86% des cas. Le siège de céphalée en cas de dissection des troncs supraortiques, il est souvent unilatéral, frontal ou orbitaire pour les dissections carotidiennes et occipital pour les dissections des artères vertébrales. L'IRM représente le gold standard pour la mise en évidence des dissections, donc avec la séquence T1-FATSAT qui va mettre en évidence l'hypersignal de l'hématome de la paroi. L'angiographie artérielle va mettre en évidence le retentissement de la dissection sur la lumière artérielle et le coup parenchémateuse vont chercher s'il y a oui ou non un AVC ischémique associé. Autre étiologie de céphalée brutale, une thrombose veineuse cérébrale, donc comme on a vu, elle pourrait avoir un début en cotonnerre ou bien brutal. Donc le mode d'installation et les variables vont être aigus, subaigus ou même chroniques, et les thromboses veineuses cérébrales sont caractérisées par un polymorphisme clinique assez important, mais donc le motif de consultation le plus fréquent sont les céphalées. Généralement, en cas de thrombose veineuse cérébrale, les céphalées donc pouvant être paroxystiques ou bien persistantes, de siège unilatéral dans 65% des cas, mais donc les céphalées souvent ne sont pas liées au siège du sinus thrombosé et ayant un type variable. Pour ce qui est de la mise en évidence du thrombus, de la thrombose veineuse cérébrale, l'IRM représente le gold standard. Toutefois, le scanner cérébral pourrait aider au diagnostic en mettant en évidence les signes directs. Donc, on peut trouver donc, sur un scanner non injecté donc, le signe du triangle dense, le signe de l'accord en cas de thrombose d'une artère, d'une veine corticale, et en cas de scanner injecté, on peut trouver donc, le signe du triangle vide ou signe du delta vide. Mais toutefois, le scanner pourrait être normal dans 20% des cas de thrombose veineuse cérébrale, d'où l'importance de compléter par une IRM cérébrale, laquelle donc, peut mettre en évidence donc, le signe delta vide. La séquence des 2 étoiles pourrait mettre en évidence également le sinus thrombosé, et c'est surtout l'angios veineuse qui va donc visualiser l'absence de pacification des sinus donc, thrombosés. Pour ce qui est du traitement, c'est essentiellement les 3 volets, le traitement anticoagulant, étiologique et le traitement symptomatique. Donc, devant des céphalées récentes aiguës, c'est essentiellement les pathologies vasculaires qui dominent donc, les étiologies. Et également, là, je voudrais rappeler que devant des céphalées brutales récentes, il faut faire très attention parce qu'un scanner normal ne permet pas d'éliminer certaines causes de céphalée brutale, d'où l'importance de compléter par une IRM cérébrale avec angio et éventuellement par une ponction lombaire en fonction de l'orientation diagnostique, donc en fonction de l'interrogatoire et notre examen clinique. On passe maintenant aux céphalées récentes progressives. Pour des céphalées récentes progressives, il y a plusieurs étiologies de céphalée brutale pourraient être également de début progressif. Et dans le cadre de ce chapitre, on trouve également le syndrome d'hypertension intracrânienne et d'autres causes extraneurologiques telles que donc, sinusite ou bien un glaucome. Pour le syndrome d'hypertension intracrânienne, donc ça pourrait être une HTIC symptomatique lésionnelle ou bien une HTIC idiopathique. Pour l'HTIC symptomatique, donc il faut vérifier les 3 compartiments, le compartiment vasculaire, donc par exemple la thrombose veineuse cérébrale, le compartiment parenchymateux, donc chercher une tumeur cérébrale ou bien un abcès, donc on est orienté là par donc l'examen et l'interrogatoire, et ou bien la notion d'hydrocéphalie. Donc là, l'imagerie, elle est très importante pour orienter le diagnostic. Pour ce qui est de l'hypertension intracrânienne et idiopathique, donc il faut vérifier la présence des critères modifiés de Dondi. Donc l'examen, avant l'examen, donc on a un tableau d'hypertension intracrânienne. L'examen neurologique, il est normal, à part une éventuelle atteinte de la 6e paire crânienne. L'imagerie ne met pas en évidence une autre étiologie expliquant l'HTIC. Et l'étude du liquide céphalorachidien va objectiver une élévation de la pression d'ouverture du LCR avec une composition normale. Donc, dans ce cas,
on peut évoquer l'HTIC idiopathique. Je rappelle qu'en cas d'HTIC idiopathique, l'imagerie pourrait montrer quelques signes qui orientent vers ce diagnostic. Donc, on peut trouver une selle turcique partiellement vide, une distension des espaces sous-arachnoïdiens périoptiques, un aplatissement de la partie postérieure des globes oculaires et donc un aspect tortueux donc, des nerfs optiques, des ventricules cérébraux de petite taille, une protrusion intraoculaire ou un rehaussement de la portion prélaminaire des nerfs optiques, tel qu'on le voit sur cette image, et donc parfois on trouve une sténose des sinus transverses sans qu'il y ait une thrombose veineuse cérébrale. C'est juste une sténose ou une hypoplasie d'un sinus transverse. Autre étiologie de céphalée récente, c'est la maladie de Horton. Et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique à évoquer systématiquement chez tout sujet au-delà de 50 ans consultant pour des céphalées. Pourquoi? Parce que cette entité pourrait mettre en jeu le pronostic visuel du patient parce qu'elle peut entraîner une neuropathie optique ischémique antérieure, laquelle pourrait être irréversible. Donc, généralement, les céphalées pourraient être insomniantes, ils sont peu sensibles aux antalgiques et de début rapidement progressif, parfois explosif, comme on a vu tout à l'heure, ça pourrait être débuté par des céphalées en coup de tonnerre. Le patient présente une altération de l'état général et un syndrome inflammatoire biologique. Également, donc, comme on voit sur cette figure, l'examen, on peut voir une tortuosité des artères temporales et à l'examen, on va chercher s'il y a oui ou non les poux temporaux. La confirmation, c'est la biopsie des artères temporales, à la recherche d'une artérite nécrosante avec infiltrate de lymphocytes et de cellules géantes qui a une distribution segmentaire, mais en aucun cas, la biopsie des artères temporales ne doit retarder la prise en charge thérapeutique qui est basée sur une corticothérapie. Également, en cas de céphalée récente progressive, on peut évoquer donc une hypotension du liquide céphalorachidien. À évoquer devant des céphalées posturale orthostatique. Donc, cette hypotension pourrait être spontanée ou secondaire à une ponction lombaire. Donc, elle peut s'associer à des nausées, des vomissements. Et l'IR peut montrer un aspect de pachyméningite diffuse, de petits ventricules, avec, oui ou non, une collection sudurale ou une ptose des amygdales cérébelleuses. Donc, en conclusion, les messages clés sur lesquels je voudrais insister, c'est que devant un patient consultant pour des céphalées, il faut faire la part entre céphalées récentes et céphalées chroniques, mais même un patient consultant pour des céphalées chroniques, il faut s'alerter devant tout changement du caractère des céphalées. Le deuxième message sur lequel je voudrais insister, c'est que l'interrogatoire représente une étape cruciale de la prise en charge de ces patients. Et en cas de céphalée récente, s'il s'agit de céphalée récente aiguë, c'est essentiellement les causes vasculaires. En cas de céphalée récente progressive, ça pourrait être une hypertension intracrânienne avec chercher les 3 compartiments, tumoral, liquidien et vasculaire. Évoquer une maladie de Horton, en cas d'altération de l'état général, c'est un sujet âgé. La notion de méningite en cas de fièvre et également, ça pourrait être une hypotension intracrânienne. Donc, une céphalée récente, c'est une céphalée secondaire et il faut impérativement donc, chercher l'étiologie parce que cette étiologie pourrait parfois mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et merci pour votre attention.